Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Le grand format de ce dimanche reçoit pour vous une figure majeure de la pensée économique au Bénin. Je veux nommer le professeur Albert Lonkou. Avec lui, nous parlerons des attentes du peuple béninois vis-à-vis du président Romuald Wadani qui sera officiellement investi dans quelques jours. Après avoir été le garant de la rigueur budgétaire pendant 10 ans, Romuald Wadani arrive à la présidence avec le défi immense de transformer les performances macroéconomiques en dividendes sociaux palpables pour chaque Béninois. Comment doit-il modifier son approche pour que la croissance ne soit plus seulement un chiffre, mais un levier direct contre la précarité des ménages? La réponse dans cette émission avec le professeur Albert Rolancourt. Nous ferons également le décryptage de l'actualité de la semaine avec notre invité média. Nous recevrons aujourd'hui Roger Avocevou. Il est journaliste. Il est le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Avec lui, nous parlerons de ces premières pluies diluviennes qui ont éprouvé les infrastructures récemment construites pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales. Nous ferons également un tour au Sénégal où le duo Sonko-Fall se transforme en un duel dans l'exercice du pouvoir. Nous analyserons également ces violences de plus en plus enregistrées contre les commerçants étrangers en Afrique du Sud. Que se passe-t-il réellement au pays de Madiba? Certainement notre invité saura-t-il mieux nous éclairer. Nous aurons, comme d'habitude, droit à la revue hebdomadaire de Assomo Kayan-Sionbon et la page culture de cette émission sera consacrée à un jeune chanteur talentueux qui, tout doucement, imprime sa marque dans l'univers de la musique béninoise. Son nouveau morceau, Merokbo, réalisé en featuring avec Tiaf, qu'on ne présente plus au Bénin, sonne aujourd'hui comme un cri de ralliement. Ce jeune que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir sur le plateau du grand format nous revient plus aguerri. On l'appelle simplement Kriska. Nous démarrons donc cette émission par les informations. Voici donc le journal. Au sommaire de ce journal, le Conseil national extraordinaire du Parti Les Démocrates ce samedi 9 mai 2026. Une rencontre qui a réuni les délégués venus des 24 circonscriptions électorales sous la présidence de Noreen Ouattiadé. Ils ont réfléchi sur le thème défis structurels et perspectives pour le Parti Les Démocrates face aux exigences constitutionnelles. À l'issue des travaux, la formation politique réaffirme sa position d'opposant. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le programme BioValo arrive à son terme après 5 années d'action en faveur de la bioéconomie et de l'innovation agricole. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre se sont réunis pour un séminaire de clôture consacré à la présentation des résultats obtenus. Et de son côté, la direction générale du complexe scolaire clé de la réussite offre un moment de détente aux élèves du secondaire des sites de Cotonou et d'Abomey-Calavi. C'est à travers l'organisation d'une journée dénommée Carnaval culturel, ponctuée de plusieurs activités dont le théâtre et la chorégraphie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin. Dans la journée du samedi 9 mai 2026, les membres du Parti Les Démocrates ont tenu leur conseil national extraordinaire. À cette rencontre, les délégués sont venus des 24 circonscriptions électorales. Ensemble avec le président Noreen Ouattiadé, ils ont réfléchi sur le thème défis structurels et perspectives pour le Parti Les Démocrates face aux exigences constitutionnelles. À l'issue des travaux, de grandes décisions ont été prises. La formation politique réaffirme sa position d'opposant. Nous vous invitons donc à suivre les propos de Lambert de la Pierre Soudji. Il est vice-président, les démocrates Koufo. Il est au micro de Teddy Godalo. De la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle ayant consacré la victoire de M. Kossi Mbouke Romuald Wadani, le Parti Les Démocrates réaffirme solennellement son appartenance à l'opposition politique conformément à son statut officiellement enregistré au ministère de l'Intérieur. 2. Le parti rappelle qu'aucune démocratie moderne et équilibrée ne saurait prospérer sans une opposition crédible, structurée et responsable. La contradiction politique, lorsqu'elle s'inscrit dans le respect des institutions républicaines, constitue un facteur essentiel de consolidation démocratique et de préservation de l'intérêt général. 3. Dans cet esprit,
Le Parti Les Démocrates entend exercer une opposition républicaine, constructive et vigilante à l'égard du nouveau gouvernement. Il soutiendra toute initiative susceptible de contribuer au progrès économique, social et institutionnel du Bénin, ainsi qu'au bien-être des populations. En revanche, il se réserve le droit, conformément aux principes démocratiques, de dénoncer et de combattre toute orientation ou décision qu'il jugerait contraire aux intérêts supérieurs de la nation, aux libertés publiques et aux exigences de bonne gouvernance. Et au sujet de la trêve politique, le Parti Les Démocrates a donné sa position à l'occasion de ce Conseil national extraordinaire. Plusieurs observations sont formulées. Pour eux, l'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles. Nous allons suivre. S'agissant des dispositions relatives à la trêve politique et au pacte de responsabilité républicaine, le Conseil national, à l'issue des travaux du séminaire organisé à cet effet, formule les observations suivantes. Les activités statutaires et réglementaires des partis politiques demeurent pleinement autorisées pendant la période de trêve politique. L'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche responsable, argumentée et assortie de propositions alternatives crédibles. Les réformes institutionnelles en cours ouvrent la possibilité d'un mécanisme permanent de concertation politique, notamment sous l'égide du Sénat, entre le pouvoir exécutif et les formations politiques, particulièrement celles se réclamant de l'opposition. 5. Le Parti Les Démocrates prend acte de ces évolutions constitutionnelles et invite l'ensemble de ses militants, responsables et sympathisants à s'y conformer dans un esprit de responsabilité républicaine et de préservation de la stabilité nationale. Par ailleurs, fidèle à sa résolution en date du 22 mars 2026, le Parti Les Démocrates réaffirme sa disponibilité au dialogue politique avec le nouveau gouvernement dans le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de l'intérêt supérieur du peuple béninois. Je l'annonçais en titre, le programme BioValor arrive à son terme après 5 années d'action en faveur de la bioéconomie et de l'innovation agricole. À Cotonou, les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont réunis pour un séminaire de clôture consacré à la présentation des résultats obtenus. Partenaires techniques et financiers ont également pris part à cette rencontre bilan. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo. Après plusieurs années de mise en œuvre, le projet BioValor referme officiellement ses portes. À Cotonou, acteurs du monde universitaire, partenaires techniques et financiers se retrouvent pour le séminaire de clôture. Une rencontre marquée par la présentation des résultats obtenus et des perspectives à préserver. Alors, en tant que coordinateur Nord, je voudrais tout d'abord remercier les collègues du Bénin. Merci de nous donner l'occasion de vivre ensemble ce temps de restitution finale de notre projet. Je vous dois donc de remercier l'Agence française de développement, le CIRAD et les différentes universités impliquées dans ce projet pour cet échange de savoir qui a renforcé l'expertise de nos cadres et offert des opportunités de mobilité exceptionnelles à nos étudiants et doctorants. Porté autour de la bioéconomie, l'innovation agricole et de l'entrepreneuriat, le programme a permis de renforcer les capacités des apprenants et des structures impliquées. Laboratoires équipés, plateformes de formation, accompagnement des jeunes et promotion de la transformation des bioressources, les acquis présentés témoignent du chemin parcouru. BioValor s'inscrit ainsi dans la stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable, SANAD.
Je tiens à saluer l'engagement de toutes les équipes qui ont travaillé sur les différents pôles du projet, de la gouvernance à l'expertise technologique. Votre détermination a permis d'atteindre les objectifs fixés. Au-delà de cette clôture officielle, les acteurs veulent surtout maintenir la dynamique créée autour de l'innovation et de la valorisation des ressources agricoles. L'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers poursuit le processus d'installation de ces coordinations sur le territoire national. Ce jeudi, les responsables de l'association étaient dans le département du Plateau pour installer leur coordination des communes d'Adiawéré et de Pobé. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Reportage. L'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers du Bénin, AIT-RPP, renforce son implantation dans les communes de Pobé et d'Adiawéré. À la faveur de cette cérémonie d'installation des bureaux communaux et des coordinations d'arrondissement, l'organisation entend s'ancrer davantage sur le terrain pour mieux structurer la filière pétrolière à la base. Les responsables installés aujourd'hui deviennent les relais de cette nouvelle dynamique sur le terrain. Ils auront pour mission d'encadrer, de sensibiliser et de maintenir la cohésion entre les acteurs. On ne veut pas que nos acteurs installent les produits dans les bouteilles au bord de la voie. Si ils veulent vendre réellement le produit, il n'a qu'à rentrer dans les vents, premièrement, en attendant que l'installation des mini-stations va rentrer dans la commune de Pobé et dans la commune d'Adiawéré. Son message a trouvé un écho favorable auprès des responsables des acteurs concernés. Devant vous tous, nous prenons l'engagement solennel de servir notre département avec loyauté. L'engagement est pris et des conseils prodigués. Les conseils que j'ai à leur donner est qu'ils doivent respecter l'État. Parce qu'il y a les lois qui sont liées à cette activité-là. L'accompagnement des autorités locales et même nationales ne saurait manquer, d'autant plus que l'association est désormais reconnue. Avec cette installation à Pobé et à Adiawéré, l'AIT-RPP vient de faire un nouveau pas de géant dans la professionnalisation des acteurs du secteur. Le paysage automobile béninois s'enrichit avec l'arrivée officielle de la marque Nissan chez Japan Motors Bénin. Entre ambition commerciale et présentation de nouveaux produits aux technologies innovantes, l'entreprise veut renforcer son positionnement sur le marché national. Le point de la cérémonie de présentation avec Esther Tofa. Japan Motors Bénin accueille officiellement la marque Nissan dans son portefeuille automobile. Un partenariat à travers lequel l'entreprise entend diversifier son offre et mettre à la disposition des clients béninois des véhicules adaptés aux exigences de confort, de sécurité et de performance. Nissan, c'est une histoire de 100 ans d'innovation, de défis relevés et de solutions mobiles intelligentes. Nissan incarne l'avenir de l'automobile. Aujourd'hui, nous sommes fiers de renforcer cette présence en vous proposant une gamme exceptionnelle, adaptée aux besoins spécifiques de notre marché. Design moderne, technologie embarquée et sécurité renforcée, le véhicule présenté, la Nissan Patrol modèle 2026, se veut à la fois pratique et performant. C'est un véhicule 4x4 avec une très forte motorisation, une motorisation qui permet de développer une puissance où le véhicule peut quand même affronter beaucoup de terrain, beaucoup de routes sans difficulté. D'abord, son premier avantage, c'est un véhicule désertique. Quand je dis désertique, c'est-à-dire adapté au désert. En dehors de ça, ça peut passer même dans les zones montagneuses. Également, ça peut passer dans presque 1000 ml d'eau sans que l'eau ne rentre dans le moteur. L'eau vient jusque sur le capot et le moteur est protégé. C'est un véhicule 7 places, mais
pratiquement, on peut même mettre 8 personnes parce que c'est tellement spacieux à l'intérieur. Entre innovation, confort et promesse de fiabilité, l'arrivée de Nissan chez Japan Motors Bénin ouvre une nouvelle page pour le secteur automobile béninois. Une offre supplémentaire qui vient élargir les choix des consommateurs. Rendre la ville de Cotonou plus propre et plus saine, c'est l'objectif que poursuit l'ONG Gardons Bénin Propre à travers une campagne d'assainissement lancée ce samedi dans le quartier Zongo. Plusieurs actions de salubrité sont prévues durant une période d'1 mois avec l'appui des habitants pour améliorer le cadre de vie des populations. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente sur les lieux afin de constater l'évolution des travaux. Nous allons suivre. Il n'y a plus un seul sachet de biowater par terre. Il n'y a plus un seul sachet de déchets par terre. Des pelles, c'est des brouettes en action. Bien équipés, les membres de l'ONG Gardons Bénin Propre curent les caniveaux, nettoient les trottoirs et débarrassent l'espace de la colonisation des sachets plastiques. Mieux, en vrai défenseur de l'environnement, ils les sensibilisent. Ça sent. Est-ce que c'est bon? Cette opération qui se déroule à Zongo est l'acte 1 d'une campagne d'assainissement. L'objectif, c'est de voir notre ville propre. On ne veut pas avoir de déchets dans notre pays. C'est pourquoi nous, on a lancé cette campagne-là pour que nos villes, surtout Zongo, tous les quartiers qui sont sales. La fois dernière, on était à Kwakwa-Agbodjedo. Pour sensibiliser, on a travaillé 2 mois à Kwakwa-Agbodjedo. Kanatra était là. Et on a travaillé à Ouida aussi. Donc, notre objectif, c'est d'aller dans les quartiers qui sont sales à Cotonou et puis sensibiliser pour que la population change leurs habitudes. En dépit de ces bienfaits sur le quartier, on déplore la faible implication des habitants dans cette dynamique citoyenne. La population n'est pas encore enclin à se sacrifier. Certaines d'entre elles disent « Oh, l'hygiène, c'est pour tout le monde, que tout c'est pour l'État. » Non, ils veulent tout mettre sur le compte de l'État. Non, pas du tout. Nécessairement, il faut que nous, qui jouissions de tout dans le quartier, nous entretenions notre quartier, nos maisons, nos devantures. Chère population de Zongo, pour que notre quartier soit propre et que ceux qui sont ailleurs disent quelque chose de contraire par rapport à ce qu'ils disaient, en temps, ça dépendra de nous, nous, population de Zongo et Ouzou. Sortez, participez massivement. Là aujourd'hui nous sommes à Zongo, ce que j'ai déploré, c'est que nous n'avons pas assez de jeunes de Zongo qui sont sortis nous soutenir. Désormais, bon, c'est sur 1 mois, donc j'aimerais bien que les jeunes de Zongo aussi sortent quand même pour accompagner l'initiative, c'est important. Cette campagne de salubrité, qui n'est pas à sa première édition, est prévue pour une durée d'1 mois à Zongo, avant son extension à d'autres quartiers de la ville de Cotonou. Parlons à présent de ces jeunes retenus au terme d'une sélection. Ils sont une trentaine à être conviés à un entretien suivi de tests. Et ceux qui seront finalement sélectionnés bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat agricole. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence durable. Le projet exécuté par Bubdos ONG est financé par le partenaire suédois PMI. Les détails dans ce reportage. Une cinquantaine a postulé, 35 ont pu passer le cap de la phase de présélection. L'entretien et autres petits tests effectués ici vont permettre à Bubdos ONG, structure organisatrice, d'en retenir exactement une trentaine à terme. Jeunes et déscolarisés pour la plupart, les candidats définitivement sélectionnés vont ensuite bénéficier d'une formation complète en entrepreneuriat agricole. L'accord que nous avons avec Bubdos, c'est nous accompagner à mettre en œuvre la politique de promotion de l'économie locale. Cette activité dans ce cadre-là. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence PADMED, exécuté par Bubdos ONG, ce volet formation en entrepreneuriat agricole bénéficie de l'appui financier du partenaire PMI Suède, mais aussi de l'appui technique et pratique de l'Agence territoriale de développement agricole Zoukufo. Filière prometteuse, variante de techniques culturelles, sélection des semences, récolte,
attitudes et réflexes face aux aléas climatiques ainsi que d'autres secrets agricoles seront exposés aux candidats. L'incubation et les pratiques de terrain permettront de bien aguerrir ces futurs entrepreneurs agricoles et favoriser leur installation. Et pour réussir, Bubdos ONG a sollicité l'accompagnement d'autres partenaires et organismes de financement. Ils auront besoin d'un accompagnement post-formation en termes de kit d'installation, le suivi pour mettre en œuvre les acquis de la formation et faciliter aussi leur accès au marché. Donc, nous invitons les bailleurs qui nous écoutent en ce moment à appuyer Bubdos à atteindre ses objectifs. Spécialisé dans les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat agricole, Bubdos ONG œuvre pour l'épanouissement socio-culturel intégral de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Outre l'entrepreneuriat agricole, l'organisation à travers le PADMED va permettre aux jeunes sélectionnés de s'auto-employer, mais également promouvoir les atouts agroécologiques de leur localité et de toute la commune de Zobodomé. Les examens nationaux de fin d'année scolaire sont pour bientôt. Pendant que tout se prépare au complexe scolaire clé de la réussite, la direction générale a décidé d'offrir un moment de détente aux élèves du secondaire des sites de Cotonou et d'Abomey-Calavi. D'où l'organisation d'une journée dénommée Carnaval culturel ponctuée de plusieurs activités dont le théâtre et la chorégraphie. Assom Kayan-Siongwan pour le compte rendu. L'édition 2026 du Carnaval culturel du complexe clé de la réussite a révélé des talents. Une journée du samedi 2 avril qui a réuni en concours tous les sites du complexe à Abomey-Calavi. Au menu, défilé de mode, interprétation, chorégraphie, théâtre, danse moderne et traditionnelle. C'est une occasion pour les élèves de rivaliser de talent devant un jury dont la présidente était la chanteuse béninoise Conan. Après des prestations de qualité des 3 sites en lice, le jury s'est retiré pour délibérer. Abomey-Calavi s'est imposé devant Ménotin et Bégamé, arrivés en 2e et 3e position. Ça a été difficile, très difficile pour nous, jury, de délibérer. Aujourd'hui, il faut vous dire qu'il n'y a pas de perdant ce soir. Parce que moi, j'ai eu à faire comme meilleur. À la 3e place, nous avons le site de Bégamé. À la 2e place, nous avons le site de Ménotin. Le carnaval, c'était aussi le tournoi de football qui a consacré les garçons de Calavi et les filles de Bégamé champions. Hommes, équipe championne, clé Calavi. Dames, équipe championne, clé Bégamé. Au complexe clé de la réussite, les meilleurs aux examens nationaux sont toujours récompensés. C'est le cas de l'élève Ouenli Biova Patrice, premier du littoral et 4e du Bénin au baccalauréat 2025, série D, qui repart avec une moto. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous passons à présent à la revue de presse hebdomadaire de Assom Kayan-Siongwan, le temps d'installer notre invité média pour le décryptage de l'actualité. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. La Nation écrivait que sur le recours introduit par Milomiton Précieux Noël Dagan aux fins de prescription de mesures exceptionnelles destinées à organiser la prestation de serment du président de la République élu sans le bureau du Sénat ou à faire installer le Sénat avant le 24 mai 2026, date de la dite prestation de serment, la Cour constitutionnelle a tranché le mardi 5 mai en audience plénière spéciale. Ayant examiné le dossier, les 7 sages de la haute juridiction ont rendu leur décision déclarant le recours du requérant irrecevable. Fin de polémique, titre Fraternité.
Réunis au siège de l'institution, les sages ont examiné le dossier et rendu leur décision. À l'issue des délibérations, ils ont déclaré le recours de Midomiton Précieux Noël Dagan irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer d'office. Sur la Cour des comptes, la Nation écrivait que reconduite à sa tête, Ismat Biochane Mamadou a prêté serment le jeudi 7 mai au Palais de la Marina devant le président de la République, Patrice Talon, une cérémonie solennelle marquée par un appel appuyé du chef de l'État à davantage de vigilance pour une poursuite de la bonne gestion des finances publiques. Au-delà de la portée institutionnelle de cette prestation de serment, la cérémonie traduit également la volonté des autorités béninoises de consolider les mécanismes de contrôle et de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. À en croire la presse du jour, le chef de l'État, prenant acte de ce serment, a exprimé une marque de confiance renouvelée. Dans son propos, le président Patrice Talon a souligné que ce second mandat s'inscrit dans une dynamique d'accélération des réformes de gouvernance. Je voudrais vous exhorter à donner davantage de votre énergie, a-t-il laissé entendre et rapporté par le journal. La Nation soulignait qu'à la suite des fortes pluies enregistrées le mercredi 6 mai, la circulation a été fortement perturbée dans plusieurs quartiers de Cotonou. S'adressant aux populations, Luc Nyakadia, maire de la ville, rassure sur la mobilisation des équipes techniques tout en appelant les populations à la prudence et à un engagement collectif face aux défis climatiques. Mais au-delà de la gestion de l'urgence, pointait le journal, ces épisodes pluvieux remettent sur la table une problématique plus structurelle, celle de la résilience urbaine. De son côté, le matinal indiquait que le directeur général de la CIRAT, Ranti Akindes, est revenu sur les raisons techniques qui justifient les inondations observées, les mesures prises pour limiter les dégâts et accélérer l'évacuation des eaux. À son dire, l'intensité des pluies dans la nuit du 5 au 6 mai a, pendant quelques heures, causé le dépassement de la quantité d'eau de certains ouvrages d'assainissement, entraînant des stagnations d'eau dans plusieurs zones. Bénin Intelligent ajoutera que pour le directeur général de la CIRAT, la prévention des inondations à Cotonou et environ relève également de la responsabilité des citoyens. Il les a donc exhortés à éviter de jeter des déchets dans les caniveaux, ce qui pourrait entraîner des obstructions au niveau de ces infrastructures de drainage des eaux de pluie. Et puis Fraternité rapportait que l'Agence nationale des transports terrestres, en collaboration avec plusieurs partenaires du secteur logistique et portuaire, a lancé une phase expérimentale de l'émission électronique de la lettre de voiture internationale au départ du port autonome de Cotonou. Cette opération, qui se déroule du 29 avril au 20 mai 2026, constitue une étape décisive dans le processus de modernisation et de digitalisation du transport routier de marchandises au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. Cette expérimentation intervient en prélude au lancement officiel de la phase pilote de la LVI électronique destinée aux acteurs nationaux ainsi qu'aux opérateurs de l'Interland utilisant la plateforme portuaire béninoise. Et dans la suite, à en croire la Croix du Bénin, lancée le mois dernier, la campagne agricole 2026-2027 offre des perspectives prometteuses selon les officiels du ministère en charge de l'agriculture, et pour cause, les performances encourageantes de la campagne finissante 2025-2026 vont être substantiellement améliorées et renforcées cette année. Pour la campagne, les objectifs pour les différents produits agricoles sont variables. Ils sont caractérisés par la croissance des productions dans la quasi-totalité des filières agricoles. Ainsi, les céréales devraient croître de 16% pour atteindre 3,4 millions de tonnes. Pour la campagne, les objectifs pour les différents produits agricoles sont variables. Ils sont caractérisés par la croissance des productions dans la quasi-totalité des filières agricoles. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi.
Il est déjà confortablement installé notre invité média Roger Avossevou. Vous êtes journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes également le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Cotonou est à l'épreuve des premières pluies diluviennes depuis mercredi dernier. Nous avons tous vu et observé les dégâts, surtout dans certains quartiers sensibles. Comment avez-vous personnellement vécu ces premières pluies? Les premières pluies à Cotonou révèlent une situation qui est répétée chaque année. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, nous constatons que les maisons sont souvent inondées. Il en est de même pour les routes. Ce qui est déjà à remarquer, c'est que cette situation perdue depuis des années, si mes souvenirs sont bons, depuis l'ancien chef de la commission urbaine, je vais parler de Jérôme Dandinou, en passant par le vieux Nicéphore Diédorin Soglo en tant que maire de la ville de Cotonou, oui. Déjà en 2002, je crois. Après, c'était le tour de son fils, Léadi Villain Soglo, qui a été quand même révoqué à un moment donné. Son intérim a été suivi par Isidore Gnonofon, oui, en tant que maire intérimaire. À la suite de celui-là, nous avons connu très récemment le maire Luc Atropo. Mais quand on fait un point exhaustif depuis ces années que j'ai énumérées tantôt, on se rend compte que la situation n'a pas du tout changé. En tout cas, pratiquement, elle n'a pas du tout changé. En ce sens que nous avons constaté, quelle que soit l'autorité qui était à la tête de la municipalité de Cotonou, malgré les efforts louables du pouvoir central, d'une part, et ceux de la municipalité, la situation perdue. Donc, la question est de savoir maintenant, est-ce que un jour, Cotonou pourra sortir de cette situation désastreuse? Ouais. Mais on sait quand même qu'il y a le projet asphaltage, le projet PAPC avec les nouveaux collecteurs d'eau qui ont été construits. Est-ce que ces différents projets ont vraiment tenu leurs promesses? Du tout pas. Si elles avaient tenu leurs promesses, nous ne serons pas en train de déplorer la situation maintenant. Ces premières pluies viennent une fois encore montrer la limite des travaux engagés par Papa Sirat que vous avez évoqué tantôt. Je crois que les travaux d'assainissement et de drainage d'eau ont montré les limites et il est désormais du devoir, aussi bien du pouvoir central que de la municipalité, de faire en sorte que les populations qui vivent à Cotonou ne soient plus des populations aquatiques. Vous excuserez peut-être le thème. Donc je veux dire simplement qu'il va falloir qu'on pense à une autre manière de voir, de faire face à cette situation. D'aucuns vous diront qu'il s'agit des changements climatiques. Non, moi je pense quand même que nous devons aussi déplorer l'incivisme notoire de nos compatriotes. Voyez-vous, lorsque vous construisez sur le chemin de l'eau, l'eau va toujours chercher un autre chemin pour évoluer. Donc, il s'agit désormais, pour les autorités à la tête de la municipalité de Cotonou, je crois quand même que c'est à justice d'ailleurs que le maire, Luc Nyangadja, a été choisi. Souvenez-vous, il a été le ministre de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat et de l'urbanisme sous le vieux Kérékou. Donc, c'est un habitué de la situation. Je crois qu'il connaît bien sûr Cotonou pour avoir été quand même ministre pendant des années. Il a désormais la confiance des populations cotonoises et par rapport à cela, il n'a pas raison de jouer. Je crois que l'équipe municipale qui l'accompagne fera en sorte que cette situation qui est déplorée chaque année dans la ville, dans la vitrine, puisque qu'on veuille ou non, la ville la plus importante du Bénin aujourd'hui, au regard des infrastructures qui sont logées, c'est la ville de Cotonou. Et nous savons quand même que le port est à Cotonou. Et notre aéroport, le seul d'ailleurs, bon, même s'il y a un petit aéroport au nord, il y a le vrai port de Bénin, le vrai aéroport du Bénin, c'est l'aéroport. Ne dévaloriserez pas tout de même l'aéroport de Toro. C'est vrai que nous avons également suivi les explications des autorités du secteur, notamment le directeur général de la CIRAT. Selon lui, selon vous, est-ce qu'il faut un dispositif d'urgence opérationnelle pour assister les ménages en cas d'inondation majeure cette année? Encore qu'il faut préciser que cette année, on a remarqué un petit bémol. Juste après quelques heures, l'eau s'est quand même évaporée. Ça veut dire que quelque part, les infrastructures ont joué quand même un certain rôle. Les infrastructures ont joué un rôle, mais le rôle qu'ils ont joué est limité. Parce que, souvenez-vous, c'est juste les premières pluies. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les semaines, les mois à venir. Et par rapport à cela, je crois que le directeur général de la CEDAT a raison de dire
il est de leur devoir désormais quand même de faire en sorte que des mesures urgentes soient trouvées à cette situation qui perdure depuis de longues années d'ailleurs dans notre pays. Et par rapport à cela, je crois quand même que lorsque les étrangers viennent dans notre pays, là où ils atterrissent premièrement, c'est la ville de Cotonou. Et il est du devoir des autorités, aussi bien du pouvoir central que des autorités municipales, qu'une situation durable soit trouvée à cette situation qui, en tout cas, si je peux m'exprimer ainsi, qui a toujours perduré et qui quand même constitue un calvaire pour les populations de Cotonou. Chaque fois que la saison pluvieuse s'annonce, ça devient un calvaire totalement pour les populations qui vivent dans notre ville économique. Et par rapport à cela, je crois quand même que ce qui est important aujourd'hui, c'est que des mesures, non seulement urgentes, mais surtout des mesures durables soient trouvées. Parce que les mesures urgentes ne feront que résoudre le problème pour un temps. Mais il faut trouver des mesures durables pour que les populations ne continuent plus de vivre cette situation. Oui, et pour finir, je dirais peut-être que nous devons aussi lancer un appel à l'endroit de nos compatriotes qui vivent dans cette ville. Ils doivent savoir qu'il est de leur devoir d'entretenir leur cadre de vie parce que leur santé en dépend aussi. Par rapport à cela, qu'on cesse de construire en tout cas au niveau où l'eau devait normalement circuler. Et sur ce plan, je crois quand même que les autorités en charge de la municipalité de Cotonou actuellement ont un rôle aussi important à jouer. Il faut quand même un autre plan catastrophe peut-être soit trouvé pour que les populations ne continuent pas cette mauvaise habitude qui constitue à construire, à ériger des bâtiments sur le niveau, en tout cas le passage de l'eau, pour empêcher l'eau de circuler. Et c'est ce qui est vraiment à souhaiter. Vous faites bien de parler de l'action des populations parce que les autorités ont également mis un accent particulier sur l'incivisme des populations. Certains caniveaux construits à grands frais de l'État pour faciliter, du contribuable bien évidemment, pour faciliter l'écoulement de l'eau vers les exutoires sont pris d'assaut par des déchets solides ménagers. Les populations, comme vous le constatez et vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, ne se gênent pas pour verser tout type de détritus dans les conduits, bouchant par leurs actes l'écoulement fluide de l'eau pluviale. Selon vous, que peut-on faire aujourd'hui pour amener les populations à comprendre la gravité de leurs actes parce que cela y va aussi de leur santé? Exactement. Voyez-vous, l'enfant d'aujourd'hui constitue l'adulte de demain. Et par rapport à cela, et je pense que la situation ne serait plus seulement au niveau des adultes aujourd'hui. Les enfants qui constitueront les adultes de demain devraient recevoir peut-être une nouvelle matière, peut-être à travers le curriculum qui leur est quand même administré dans nos écoles. Je l'appellerai peut-être éducation environnementale. Il faut qu'on sache que le cadre dans lequel nous vivons quand même fait partie de notre vie. Et par rapport à cela, lorsque nous n'en traiterons pas, cela peut constituer une source de maladie. Et en tout cas, le travail que nous faisons, lorsque nous allons quand même gagner de l'argent, nous irons encore dépenser inutilement ces sous-là à l'hôpital. C'est cela qu'il s'agit. Donc, nous devons savoir que le cas de vie, notre cas de vie constitue d'abord notre priorité. Et par rapport à cela, lorsque vous ne prenez pas soin du cadre de votre cas de vie, ça a un impact négatif sur votre santé. Et lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Donc par rapport à cela, je crois quand même qu'il est désormais du devoir de nos enseignants à la base d'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'ils sachent qu'ils doivent entretenir le milieu, les cas de vie. Et par rapport à cela, les adultes aujourd'hui qui ne pourront peut-être pas plus aller à l'école, qu'ils sachent qu'il est de leur devoir de faire en sorte que ce qui se constitue aujourd'hui le cas de vie le cas de vie a un important rôle à jouer dans leur vie. Et par rapport à cela, il est de leur devoir d'entretenir leur milieu, les cas de vie, et d'appeler surtout les enfants à ne plus jeter les ordures solides surtout dans les caniveaux qui normalement sont là pour faire évacuer l'eau et pour faire circuler l'eau pour que l'eau ne soit pas stagnée. Et parce que, il ne faut pas l'oublier encore, c'est très important à remarquer que lorsqu'on parle de ces eaux de drainage, ces eaux aussi constituent aussi des sources, en tout cas de maladies, oui. Des maladies à travers les moustiques. Et oui, lorsque les moustiques sont quand même, lorsque les moustiques sont là, ça amène nécessairement le paludisme. Et lorsque mais cela appelle la responsabilité individuelle, parce que là, c'est vrai que vous avez parlé des autorités tout à l'heure, mais ça veut dire que chaque Béninois doit comprendre qu'il est le garant de la sécurité de son environnement. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nous doit faire en sorte que le cadre de vie, notre cadre de vie
soit bien quand même entretenu pour notre santé d'abord. Parce que notre santé est la priorité. Voyez-vous, les gens disent, après, la santé avant tout. Lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Vous avez beau vouloir donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien. Et par rapport à cela, nous devons faire en sorte que notre cadre de vie soit bien entretenu parce que d'abord, c'est notre priorité et ça fait partie de notre vie. Lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pourrons pas faire quelque chose. Nous ne pourrons rien faire en réalité. Et c'est aussi notre responsabilité à nous journalistes, et puisque vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, vous devez continuer de sensibiliser à travers votre journal pour que les populations comprennent qu'elles ont une grande responsabilité. Nous allons passer au deuxième sujet. Nous allons faire un tour à présent au Sénégal où le duo Sonko-Fall, qui a disputé et arraché le pouvoir chez Macky Sall par des luttes citoyennes et une élection gagnée légitimement, se retrouve aujourd'hui confronté à un duel dans l'exercice du pouvoir. Des signes de tension étaient déjà perçus depuis quelques mois, mais aujourd'hui, dites-moi, est-ce que aujourd'hui on peut dire sans se tromper que la rivalité est officielle entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Dit que la rivalité est officielle, c'est un peu trop dit. C'est vrai, il y a des déclarations de part et d'autre, mais pour l'instant, je crois que Ousmane Sonko demeure le premier ministre du gouvernement qui a été formé par Bassirou Diomaye Faye. Mais il ne faut pas oublier que les premiers signes annonciateurs de cette rupture, si on peut l'appeler ainsi, était déjà prévisible lorsque, au lendemain de son accession à la magistrature suprême du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a tenté de remplacer celui qui était le secrétaire général, parce que après son départ en tant que président de la République, il était de son devoir quand même de céder son pouvoir à un autre. Et je crois que celui qui l'a remplacé en réalité était proche de Ousmane Sonko. Et les premières actions qu'il a annoncées, c'était de changer, en tout cas de procéder au remplacement de celui-là par l'un de ses fidèles. Bon, parce qu'il ne faut pas l'oublier, avant les élections, le président Bassirou Diomaye Faye a formé une coalition qu'on appelle Diomaye Faye président. Mais au regard de ce qui s'est passé durant cette élection, nous avons constaté que notamment ceux qui étaient plus proches d'Ousmane Sonko faisait l'objet d'une certaine menace, en tout cas qui ne dit pas son nom, de par les proches de Faye. Parce qu'il faut constater, normalement, si nous faisons une analyse minutieuse de la situation au Sénégal, celui qui était présenté pour être président, ce n'était pas Diomaye Faye, mais plutôt Ousmane Sonko. Mais puisque, au regard de sa condamnation par la justice sénégalaise, il ne pouvait plus se présenter. Voyez-vous, les campagnes électorales se déroulent en 3 semaines, si mes souvenirs sont bons, 21 jours au Sénégal. Ouais. Mais Diomaye Faye n'a que 10 jours, pratiquement, ou bien 11 jours, pour faire la campagne, pour devenir président. Ne l'oubliez pas, il y a bon nombre de jeunes qui sont tombés sur ce genre de bataille. Absolument. Pour que ces deux jeunes-là aient aujourd'hui quand même la chance de gouverner le Sénégal. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'il y a une mésentente qui ne dit pas son nom, où Diomaye Faye fait une déclaration pour dire qu'il a le pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre. Mais n'oublions pas, quand on parle de PASTEF, je vais parler des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Quand on parle de ces partis-là, le parti a une ligne éditoriale, en tout cas a une ligne de gouvernance. Et par rapport à cela, au nombre de ces actions, il y a la gouvernance, la bonne gouvernance, il y a le panafricanisme, il y a la lutte contre la corruption. Je ne dis pas que le président Diomaye Faye viole ces principes-là, mais il se fait que depuis certains moments, nous constatons que ceux qui sont restés plus fidèles au président, en tout cas au Premier ministre Ousmane Sonko, oui, ont commencé par faire l'objet de certaines distances par rapport à la gouvernance du pouvoir d'État. C'est cela qu'il s'agit. Mais quand on fait une analyse minutieuse, nous constatons que Sonko bénéficie toujours d'une popularité qui ne dit pas son nom au sein de PASTEF. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Diomaye Faye. Or, de l'autre côté, n'oublions jamais, Diomaye Faye, il détient un pouvoir qu'on appelle le pouvoir institutionnel. Oui. Et selon vous, qui du président ou du Premier ministre détient aujourd'hui réellement le dernier mot sur les réformes majeures engagées? Oui, les dernières réformes engagées, je crois qu'en premier, c'est d'abord le président. Parce que c'est le président qui a été élu par
le peuple souverain, il n'a fait que user de ses prérogatives constitutionnelles pour nommer son ami, son grand frère, Ousmane Sonko, au poste de Premier ministre. Oui, mais vous avez précisé tout à l'heure qu'on sent qu'il y a une sorte de gouvernance à deux tels, une gouvernance bicéphale à la tête du Sénégal. Comment la base militante du PASTEF réagit-elle face à cette gouvernance à deux têtes? Mais si vous avez suivi les derniers événements au Sénégal, vous devez vous rendre compte que le président Bassirou Diomaye Faye a même osé renvoyer le code électoral au Parlement pour une seconde délibération conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Ouais. Notamment, en tout cas, je crois que c'est l'article 87 de la Constitution sénégalaise qui lui donne ce pouvoir-là. Et il a demandé à ce que l'article 29 et l'article 30 soient modifiés. En tout cas, puisque au motif qu'il a évoqué comme raison qu'il lui est parvenu 2 tests différents. C'est ce qu'il a dit. Donc, il était de son devoir de voir clair dans la situation, de savoir quel est le test qu'il prend en compte avant de procéder à sa promulgation. Mais il s'est fait que le Parlement sénégalais, qui demeure jusqu'à l'heure où nous parlons, qui détient 130 députés fidèles à Ousmane Sonko, qui sont tous de PASTEF, contre seulement, je crois que le Parlement sénégalais doit compter 165 de députés. Si nous faisons 130 de 165, il reste seulement 35 députés. Et les 35 députés, parmi eux, ils ne sont pas tous du côté de Bassirou Diomaye Faye. Il y a une grande partie d'ailleurs qui reste fidèle au président Macky Sall. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le président Macky Sall a émis la volonté de devenir le secrétaire général de l'ONU. Il n'a pas pu recueillir l'assentiment du pouvoir actuel au Sénégal. C'est l'objet de notre débat. Oui, c'est un autre débat, mais c'est ça pour vous dire, il y a des situations qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne aujourd'hui la lutte, qui ne dit pas son nom, entre le président Faye et puis son ami Sonko. Donc par rapport à ça, je crois quand même que lorsque vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui était prévisible. Je voudrais prendre l'exemple de l'Angola où le président Joao était l'un des bras droits les plus fidèles d'ailleurs du président Eduardo dos Santos. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je crois que la première lutte, c'était d'envoyer son mentor en exil. Donc c'est cela qu'il s'agit. Les réalités du pouvoir ne sont pas ce que nous pensons souvent. Est-ce que le Sénégal se dirige ainsi vers une crise de l'exécutif? Comment entrevoyez-vous l'issue de cette tension entre les deux amis qui ont pris le pouvoir après de longues luttes qui ont pourtant quand même causé la perte en vie humaine de certains Sénégalais? Je crois qu'il est du devoir, à mon humble avis, aujourd'hui, aussi bien du côté de Ousmane Sonko que de son ami président Bassirou Diomaye Faye, qu'ils doivent savoir qu'il y a des jeunes qui ont perdu leur vie pour qu'ils accèdent aujourd'hui au pouvoir. Donc il est de leur devoir de s'entendre sur l'essentiel pour que le Sénégal ne soit pas quand même un pays en contention inutile. Parce que, ne l'oublions pas, le président Macky Sall a tout fait pour que ces deux jeunes-là n'accèdent pas au pouvoir. Mais le peuple souverain sénégalais s'est soulevé comme un seul homme et est allé au front. Et finalement, les jeunes ont gagné. Et lorsque vous gagnez dans ces conditions-là, et puis vous, pour des raisons personnelles ou bien individuelles, vous passez à côté de l'essentiel, je crois que c'est à déplorer parce qu'il y a une certaine génération africaine qui voit en ce duo-là un nouvel espoir pour le continent africain, parce que d'aucuns pensaient déjà qu'ils ne pourront jamais s'entendre, et je crois que ceux-là sont en train d'avoir raison aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a dit le pouvoir c'est autre chose. Lorsque vous accédez au pouvoir, lorsque vous êtes dans la dynamique d'accéder au pouvoir, et vous avez des mots que vous tenez, mais lorsque vous accédez une fois face aux réalités, les mots ne sont pas les mêmes. C'est aujourd'hui, nous le constatons avec le président Diomaye Faye, parce que, qu'on veuille ou non, il était le secrétaire général de PASTEF, et c'est d'ailleurs ce poste-là que lui a confié Ousmane Sonko, qui lui a permis de briguer la magistrature suprême au Sénégal. Donc ce qui est important à mon humble avis aujourd'hui, c'est que ces deux jeunes africains n'ont pas le droit de ternir l'image du Sénégal et de décourager la jeunesse africaine qui a quand même cru en eux. Il est important aujourd'hui que le président Ousmane Sonko sache qu'il a été nommé par le président Diomaye Faye, et que le président Diomaye Faye aussi sache qu'il est venu au pouvoir parce que Ousmane Sonko a eu la chance, je dirais, la confiance, a placé la confiance en lui, et qui lui a permis d'accéder à ce poste-là. Parce que lorsque vous suivez les derniers déroulements de l'actualité, vous allez remarquer qu'il est allé jusqu'à limoger le porte-parole de la présidence, qui est un proche de Sonko. Mais les réactions n'ont pas tardé. Lorsque vous prenez quand même le Parlement, les réactions fusent de l'autre côté, et on sent aujourd'hui que le pouvoir partisan et militant de Sonko demeure intact, il demeure très populaire au sein de PASTEF,
Ce qui n'est pas le cas actuellement du président Diomaye Faye, parce qu'on sent que la base reste toujours fidèle. D'ailleurs, un député est allé jusqu'à dire, lorsque vous allez mettre fin à la gouvernance du président Sonko en tant que Premier ministre, chaque fois que vous allez faire parvenir le gouvernement au Parlement sénégalais, c'est de la censure, nous allons rejeter oui, cela. Une chose est claire, vous l'avez dit tout à l'heure, les réformes majeures reviennent en dernier mot au président de la République, mais entre le faiseur de roi et le roi, la question reste toujours ambiguë. Nous attendons toujours, nous suivons de très près les derniers développements de cette actualité au Sénégal. Nous parlons à présent des violences en Afrique du Sud avec cette folie meurtrière contre les étrangers. Pourquoi cette nouvelle vague de violence envers les ressortissants africains selon vous? Lorsque j'ai fait une petite analyse minutieuse de la situation de l'Afrique du Sud, j'étais quand même un peu découragé. Je suis désolé pour la simple raison que voilà un peuple qui a eu à vivre l'apartheid et qui avait pratiquement tous les pays africains à ses côtés. Parce que si nous pouvons remonter rapidement dans l'histoire, on se rappelle que le président Nelson Mandela est venu au pouvoir après 27 ans, bien sûr, en prison, en 1994. Il a passé juste un mandat à la tête du pays de l'arc-en-ciel. Il a passé le témoin à son successeur Thabo Mbeki, qui n'est pas allé au terme de son second mandat. Pourquoi? Parce qu'il avait des mésententes entre lui et son successeur Jacob Zuma. Jacob Zuma aussi, pareil, il n'est pas allé au terme de son second mandat. Il a été remplacé par Cyril Ramaphosa, qui est d'ailleurs là actuellement. Mais aux dernières nouvelles, lui aussi, il a quelques ennuis avec le peuple sud-africain. Il paraîtrait que un cambriolage aurait eu lieu dans l'une de ses fermes et 580 000 $ auraient disparu. Et par rapport à cela, les gens estiment que ces sous-là ne viennent pas quand même des bétails comme il le prétend. C'est peut-être les sous de corruption. Donc, vu ce stand-là, je crois quand même que les autorités sud-africaines ont le devoir aujourd'hui de faire en sorte que les peuples africains qui ont érigé, en tout cas les résidences chez eux, ne soient pas découragés. Parce que, voyez-vous, lorsque nous faisons une analyse de la situation, on se rend compte que les Africains sont contre eux-mêmes. Comment un Africain, un Ghanéen, un Zimbabwéen, ou bien un Togolais, ou bien un Béninois, se retrouve en Afrique du Sud, qui n'est pas un territoire européen, et il ne peut pas se sentir à l'aise chez lui comme ses frères. Donc, il est aujourd'hui du devoir, à mon avis, des autorités de l'Union africaine, qu'on rappelle les autorités sud-africaines à l'autre, parce que lorsque on suit les événements, on se rend compte que ce sont les populations qui ont déclaré une guerre meurtrière, qui ne dit pas son nom, aux frères africains, à nos frères africains. Mais que disent alors les autorités de ce pays-là? C'est ça qu'il s'agit. Parce que l'autorité doit taper. Et selon vous, quel peut être l'impact de ce climat de terreur sur les relations commerciales entre l'Afrique du Sud et le reste du continent? Mais ce n'est pas bon. Ça constitue un obstacle en réalité pour le développement de l'Afrique du Sud. Voyez-vous, le Nigeria a déjà levé le ton. Je crois que c'était aussi le tour du Ghana de le faire, de mettre en garde, en tout cas de façon diplomatique d'ailleurs, puisqu'ils ne veulent pas aller tout de suite dans le bras de fer. Mais le président Bola Tinubu n'a pas marché sur le mot lorsqu'il a rappelé son homologue Cyril Ramaphosa pour dire il est de ton devoir à ce que la paix revienne dans ton pays, notamment par rapport à mes compatriotes. Donc je crois que les Sud-Africains doivent savoir que nous formons un peuple unique. Le peuple africain est unique. Et par rapport à cela, ils doivent savoir qu'ils ont vécu des situations pas très reluisantes par le passé. Et c'est surtout le peuple africain qui était à leur côté, notamment, je parle de la période de l'apartheid, bien sûr, au cours de laquelle les Blancs avaient déclaré une guerre sans merci à nos frères noirs. Mais depuis 1999, ce sont les Noirs qui se succèdent à la tête de l'État arc-en-ciel. Voyez-vous, c'est un régime parlementaire. Il se fait que là-bas, c'est le parti qui a la majorité au Parlement qui désigne en son sein le président de la République. C'est pourquoi, depuis 1999 jusqu'à ce jour, ce sont les Noirs qui se succèdent à la tête de l'Afrique du Sud. Donc, ils doivent savoir que si, je parle surtout, bien sûr, de l'ANC, African National Congress, qui est un parti qui a été formé bien avant même l'incarcération de Nelson Mandela, mais un parti dans lequel il a milité durant toute sa vie. Et par rapport à cela, je crois quand même qu'ils doivent se rappeler qu'il y a quelqu'un comme Nelson Mandela qui était resté de par le monde et qui a donné même sa vie pour la liberté en Afrique du Sud. Et surtout pour la paix. D'ailleurs, il est reconnu pour ça. Et par rapport à cela, il est du devoir des autorités actuelles de l'Afrique du Sud de faire en sorte que les peuples, les compatriotes africains, quel que soit le pays
duquel ils viennent, qui se sentent chez eux. Parce que les raisons qu'ils avancent, ils estiment que je ne dirais pas les Béninois, il y a les pays, sinon les Africains, d'autres pays qui viennent leur arracher leur emploi. Or, parce qu'ils avancent comme argument qu'ils sont moins payés que les autres. Mais lorsque vous êtes entrepreneur et puis vous voyez la main d'œuvre de qualité et que on estime que ce que vous voulez payer à l'autre est moins que l'autre, vous êtes dans la recherche du profit. La loi du marché. C'est ça. Donc il est du devoir des autorités africaines de faire en sorte que nos frères qui sont quand même sur le territoire sud-africain, qui sont sur le territoire, qui sachent qu'ils sont aussi chez eux et que les autorités fassent en sorte que les Sud-Africains sachent que les autres frères africains nous sommes les mêmes et nous avons le devoir de travailler en synergie pour que le développement tant souhaité pour notre cher continent soit quand même une réalité. Merci Roger Avosevo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci d'être passé sur ce plateau et bon dimanche à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement suivre une courte transition, le temps d'installer notre invité de la semaine, le professeur Albert Roloncourt. Il est déjà dans les coulisses, nous allons le recevoir dans un instant. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Je l'annonçais en début d'édition, Romuald Ouadani, après avoir été le garant plutôt de la rigueur budgétaire pendant 10 ans, arrive à la présidence avec le défi immense de transformer les performances macroéconomiques en dividendes sociaux palpable pour chaque Béninois. Le nouveau président de la République du Bénin sera officiellement investi dans quelques jours dans sa fonction de chef de l'État, bien évidemment. Que peut attendre le peuple béninois de ce nouveau président? Nous en parlons aujourd'hui avec une figure majeure de la pensée économique au Bénin. Je vais nommer le professeur Albert Roloncourt. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé des sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le président Romuald Ouadani a été l'artisan de la résilience économique du Bénin. Comment doit-il aujourd'hui modifier son approche pour que la croissance ne soit plus seulement un chiffre, mais plutôt comme un levier direct contre la précarité dans les ménages? Oui, merci beaucoup. Ce qui est important, c'est que les fondations sont construites, je veux dire les bases macroéconomiques. On peut même dire que la maison est déjà construite. Ah, déjà sa fondation. Avec, la maison même est construite avec ses 6 appartements.
je vais expliciter tout à l'heure la notion d'appartement dont je parle. D'accord. Parce que il ne faut pas oublier que nous sommes passés de 1,8% de taux de croissance à pratiquement 8% en 2025 et que notre budget a triplé. Sur 10 ans, c'est beaucoup de choses. Et qu'en même temps, nos recettes publiques, évidemment, on ne peut pas demander à emprunter si nous-mêmes, les gens ne voient pas les efforts chez nous. Donc, nos recettes publiques aussi ont triplé. Donc, à partir de cette base, on peut dire que la fondation est là. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que cette croissance n'a pas toujours ruisselé vers les pauvres, vers la population, ceux qui vers les citoyens. Ça fait qu'encore on a un tiers de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Et c'est pourquoi c'est important que les programmes de développement qui vont suivre puissent mettre l'accent sur la précarité. Et dans ce sens, je crois que le projet de société que le nouveau gouvernement va transformer très bientôt en programme d'action du gouvernement, a mis l'accent sur 3 axes qui vont faire effectivement que les pauvres, en tout cas ceux qui sont exclus de la croissance actuelle, soient inclus. Le premier pilier, c'est la territorialisation du développement, parce que le gouvernement actuel a dit qu'ils vont créer 6 pôles de développement, ça fait les anciens départements que nous connaissons bien. Cela va faire que le développement va être proche des populations. Et comme ce sont ces populations qui sont à la fois les demandeurs et puis les contrôleurs ou ceux qui vont suivre, c'est sûr que ça va mieux se passer. Au lieu que le développement soit piloté depuis Cotonou. Ce sera maintenant décentralisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inclusion financière massive. C'est-à-dire que le gouvernement qui vient veut mettre en place une plateforme qui va permettre aux populations, en tout cas aux investisseurs ou aux toutes petites entreprises ou bien aux femmes du marché, d'avoir accès au crédit de 50 000 à 50 millions en 48 heures. En un temps record. Oui. Ce qui veut dire que on aura en quelque sorte la démocratisation de l'accès au capital. Et ça, c'est extrêmement un point important. Le troisième point, c'est que c'est ce qu'on peut appeler la protection sociale de façon globale, qui est très bien structurée, parce que quand vous subissez des chocs, il y a peut-être une inondation ou une sécheresse et que vos récoltes ne marchent pas bien. Si vous avez peut-être une maladie et que ça ne se passe pas bien, ou bien vous avez un emploi et vous tombez en chômage, c'est que vous tombez automatiquement dans la précarité. Donc le gouvernement veut mettre en place des mécanismes d'assurance sociale obligatoire, il veut mettre d'assurance maladie obligatoire, il veut mettre aussi d'assurance pour les petits exploitants. Et puis il y a déjà les filets de sécurité qui va essayer de renforcer avec ce qu'on a au ministère des Affaires sociales, Bessoké. Je crois que tous ces mécanismes-là vont faire que ceux qui se sentent exclus jusque-là soient inclus maintenant dans les développements. Oui, mais professeur, vous savez, souvent quand un chef d'État vient au sommet de l'État, les 100 jours, les 100 premiers jours sont souvent sacrés. Alors, on sait qu'alors qu'il présentait son projet de société en tant que candidat à l'élection présidentielle, Romian Ouadani a qualifié le niveau d'extrême pauvreté au Bénin d'intolérable. Selon vous, quel est le principal verrou structurel qui doit briser dès ces premiers 100 jours pour commencer par renverser la tendance? Je pense que vous ne pensez pas que je vais dire maintenant il faut commencer par partager de l'argent aux Béninois. Je n'ai jamais dit ça. Et que cela vient se passer. Moi, je pense que un domaine dans lequel on a fait assez d'efforts, c'est dans le domaine de l'électricité et de l'énergie de façon globale. Et dans ce domaine, on a déjà 61% qui ont accès à l'énergie d'une certaine qualité. Je crois que la première démarche, c'est de faire en sorte que non seulement les 61% aient accès à l'énergie de qualité, que la qualité soit renforcée, mais en même temps les 39% soient inclus dans l'accès à l'électricité. Parce que je parle de l'énergie parce que sans énergie, vous ne pouvez rien faire. Absolument.
parce que ce soit l'agriculture de transformation, que ce soit les artisans, même pour préparer cette émission, j'ai dû me connecter et j'ai besoin d'électricité. Et nous avons beaucoup d'énergie, nous utilisons beaucoup d'énergie sur ce plateau en ce moment. Exactement. Donc, sans énergie, on ne peut rien faire. Je crois que c'est sur ça que le gouvernement doit mettre, le nouveau gouvernement doit mettre l'accent. Et je crois qu'il y a déjà, quand vous lisez le projet de société, il y a un certain nombre de mécanismes que le gouvernement peut mettre en place, tels que par exemple les kits solaires, le renforcement de l'électrification hors réseau, le gazoduc Bénin-Nigeria, le système de stockage de gaz sur la mer. Tout ça, là, il y a tout un tas de mécanismes. Et je crois que si le gouvernement peut mettre l'accent sur l'énergie, pour qu'on ait accès à l'énergie, non seulement en quantité, mais en qualité, je crois que ce serait une bonne chose. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé d'ailleurs, son projet de société prévoit la création de 6 pôles de développement régionaux. Comment faire, comment s'assurer que ces autorités régionales, puisque vous avez dit qu'il faut la délocalisation de la responsabilité, et le peuple peut également suivre, mais comment faire alors, comment s'assurer que ces autorités régionales ne deviennent pas des lourdeurs administratives? Oui, bon, ça dépend de comment les mettre en place. Il faut leur dire que c'est le politique qui les nomme, mais qui sont là et qui seront là parce que ils offrent des résultats. Ça veut dire que déjà, pour les sélectionner, déjà, il faut que ça soit une sélection compétitive sur la qualité et qu'il y ait un certain nombre d'indicateurs précis que si vous ne les atteignez pas, ou même vous savez que vous êtes partant. Vous êtes partant. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour les évaluer. Deuxième chose, il faut une certaine comparaison entre les pôles. Parce que si un pôle fait bien, un pôle ne fait pas bien, il faut qu'on incite le pôle qui fait bien et qu'on punisse celui qui est à la tête de l'autre pôle. Une sorte de concurrence entre les différents pôles. Et entre les communes. Je crois qu'il faut mettre un certain nombre de mécanismes incitatifs pour que ceux qui sont à cette place-là ne cherchent pas à maximiser leur budget aux dépens de l'efficacité. Et qu'ils ne soient pas soumis aux acteurs locaux, aux lobbies locaux, que ce soit politiques ou privés, pour ne pas faire leur travail. Donc cela suppose qu'on mette en place un certain nombre d'indicateurs précis et qu'on les évalue de façon indépendante et que si quelqu'un n'a pas atteint les résultats, il cède la place à d'autres. Ouais. On sait aussi que l'ambition est de baser l'écosystème de chaque région sur ses savoir-faire. Vous avez parlé des pôles tout à l'heure. Et quel secteur, vous avez parlé d'énergie, je ne parle pas d'énergie, mais quel secteur présente le plus fort potentiel multiplicateur d'emplois aujourd'hui pour les jeunes ruraux? Oui, en parlant d'énergie tout à l'heure, j'ai parlé des industries de transformation ou la transformation agricole. Je crois que le secteur qui présente beaucoup plus d'atouts, c'est le secteur agricole. Parce que quand on parle de secteur agricole, il ne faut pas avoir le paysan qui cultive le maïs au champ. Qui attend l'arrivée de la pluie. Mais il faut voir toute la chaîne. Il faut voir non seulement la production, mais la transformation agricole. La mécanisation, tout ce qui entre. Vous avez suivi les nouvelles sous Glodibé où ils transforment une partie de soja ou de la noix de cajou. Donc la transformation aussi, c'est énorme. Et après ça, maintenant, il faut que les gens vendent. Donc la commercialisation. Or, tout ce que nous produisons de façon agricole, une grande partie est exportée de façon brute. Il n'y a pas d'industrie de transformation locale. Je crois que si on met l'accent sur l'agriculture et qu'on essaie d'investir ou d'encourager l'investissement dans toute la chaîne, on va créer beaucoup plus d'emplois. On se souvient aussi de cette promesse d'une plateforme nationale d'inclusion financière, et vous l'avez dit tout à l'heure, une plateforme qui permettra de faire des prêts en 48 heures. La vision, elle est ambitieuse, mais est-ce que la maîtrise du risque de surendettement des populations vulnérables est garantie par les mécanismes prévus? Oui, ça fait partie d'un certain nombre de mécanismes où le gouvernement a mis dans le président élu a mis dans un projet de société. Dites-le-moi une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous fournissez des pièces, quand vous fournissez des informations, les informations sont centralisées quelque part. Et quand vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'une pièce administrative ou de quelque chose qui a besoin de ces mêmes informations, au lieu de vous demander ça, on ne vous demande plus ça.
Ça veut dire quoi? Quand vous allez déjà emprunter une fois ici ou là, c'est que vos informations sont stockées quelque part. Et que quand vous allez vers une structure pour emprunter, ils voient déjà que vous avez eu de l'argent. Donc c'est une mesure pour limiter l'endettement. Deuxième chose, il y a l'Agence nationale de surveillance du secteur qui essaie de contrôler les institutions de microfinance qui ne doivent pas donner de crédit aux acteurs au-delà d'un certain seuil. Donc je crois qu'en mettant en place tous ces mécanismes, ça va faire que les gens ne vont pas se surendetter. D'accord. Oui. On sait aussi qu'une grande partie de la pauvreté se cristallise dans l'informel. Comment le projet de société actuel compte-t-il intégrer les femmes des marchés et surtout les petits exploitants sans que la pression fiscale ne les étouffe davantage? La pression fiscale. Oui. Je crois que l'informel pose deux problèmes ou c'est pas un problème solution parce que dans un premier temps les gens qui sont dans l'informel et qui font de petites activités qui les nourrissent et qui font qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté excessive, le gouvernement est beaucoup tolérant par rapport à ça et ne cherche pas nécessairement à les fiscaliser. Mais il y a un secteur informel qu'on peut appeler le gros secteur informel, qui est en concurrence avec le secteur formel. D'accord. Alors que, comme ils ne sont pas identifiés, l'impôt pèse beaucoup plus sur le secteur formel, où les gens disent la pression fiscale au Bénin est élevée, alors que quand on voit les statistiques officielles, c'est très faible, parce que ça pèse sur le secteur identifié. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau du secteur informel, c'est d'utiliser ce qu'on peut appeler la carotte au lieu d'utiliser le bâton fiscal. Par exemple, si on dit aux gens, si vous êtes identifié, vous avez un numéro personnel d'identification, vous avez telle pièce, c'est à partir de là que vous avez accès au service du gouvernement. Ouais. Par exemple, les filets de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le crédit à la FIA, ou bien l'assurance santé obligatoire, tout ça, c'est une sorte de carotte. D'accord. Donc, si vous voulez, il faut d'abord sortir progressivement de l'informel pour avoir bénéficié, sans augmenter nécessairement la pression fiscale à ceux qui ne sont pas. Ça veut dire que non seulement on n'utilise pas le bâton fiscal, mais on crée des incitations pour ceux qui sont prêts à sortir du secteur, à se formaliser. Oui, à se marginaliser. Ouais. On sait que les Béninois attendent une baisse du coût de la vie. Vous avez demandé tout à l'heure que je ne vais pas vous dire au président de partager des billets de banque, mais entre la rigueur budgétaire auquel Robert Douadani est habitué et la relance par la consommation, quelle marge de manœuvre réelle possède le nouveau président de la République? Bon, je disais tout à l'heure que la maison est construite et que les bases macroéconomiques sont solides. Oui. Si on a pu obtenir ces résultats, c'est à cause de la rigueur budgétaire. Oui. C'est ça qui fait que les institutions financières internationales nous trouvent crédibles. Par exemple, la note BB- n'est pas... C'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet d'avoir des crédits moins chers. C'est ça qui nous a permis d'avoir accès aux obligations européennes. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir accès aux obligations ODD. C'est ça qui nous a permis d'avoir accès aux fonds Soukouk islamiques. Donc, si nous voulons continuer à avoir cette crédibilité, auprès des partenaires, la rigueur budgétaire est toujours là. Mais le problème n'est pas par rapport à la rigueur budgétaire. Ce qu'il faut faire, c'est de maintenir cette rigueur budgétaire, mais d'essayer d'augmenter la productivité. Parce que si on augmente la productivité, non seulement le producteur gagne, mais les prix sont moins élevés pour les acteurs. Il faut augmenter aussi la concurrence. C'est là où les marchés qu'on construit, c'est une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez plusieurs vendeurs, là, ils ne vont pas spéculer sur les prix. C'est quand les gens sont des monopoles qui spéculent sur les prix. Je crois que si on met l'accent sur ces éléments-là, les gens vont continuer à avoir les produits moins chers et le Bénin va continuer à se développer. Ouais. On sait aussi que le programme s'appuie sur une mobilisation massive de ressources. Et dans ce contexte mondial incertain, est-ce que le Bénin peut continuer à s'endetter sur les marchés internationaux pour financer son ambition sociale, appelée de tous les vœux, sans compromettre sa notation bébé? Ouais.
Oui, absolument. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on ne peut pas abandonner notre crédibilité, notre rigueur budgétaire. Et tant qu'on ne l'abandonne pas, on aura toujours les partenaires financiers qui vont nous suivre. Et ça nous permet de diversifier la base de financement. On l'a déjà commencé parce qu'il y a plusieurs instruments qu'on utilise, tels que les eurobonds, les obligations européennes. On utilise aussi les obligations ODD. On utilise aussi le fonds Soukouk. Mais il y a d'autres obligations que le gouvernement peut utiliser, telles que les obligations bleues, pour tout ce qui concerne l'eau, donc pour les questions d'aquaculture, surtout pour le pôle atlantique littoral. Donc il y a des obligations vertes aussi. Donc si l'État maintient sa rigueur budgétaire et continue d'avoir la crédibilité des bailleurs, ça nous permet d'avoir accès à une diversité de fonds tout en maintenant le niveau d'endettement aussi faible que possible, puisqu'on a des 70%, mais nous sommes à 53%, on a encore 17% de marge de manœuvre. Mais si on a une dette de qualité, c'est-à-dire qui est bien dépensée dans des secteurs productifs, il n'y a pas de problème. Le Bénin peut continuer à s'endetter. Ouais. Vous, professeur Albert Olanco, en tant que spécialiste de l'économie, je vous demanderai quel est l'indicateur que vous surveillerez pendant ce septennat pour juger de la réussite sociale de Romia Douanani par rapport à son projet de société qu'il a présenté. On a parlé de plusieurs secteurs qu'il faut développer. Ouais. On ne va pas dire un seul indicateur, il y a plusieurs indicateurs. Par exemple, le taux de pauvreté, c'est un indicateur qu'il faut suivre. Le taux de croissance, le taux de protection sociale. Il faut suivre les indicateurs sur les inégalités. Il y a tout un nombre d'indicateurs qu'il faut suivre. Ouais. Mais ces questions-là sont importantes. Selon vous, parmi ces indicateurs, quels sont les prioritaires pour vous? Par exemple, le taux de pauvreté, puisque vous avez posé une question, comment sortir les gens de la précarité. Donc pour moi, c'est un indicateur important. Le taux de protection sociale, c'est un indicateur. Ceux qui ont accès à l'assurance maladie obligatoire, ça c'est un indicateur qu'il faut surveiller. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qu'il faut surveiller. Mais c'est là où peut-être les citoyens ont un rôle à jouer. Parce que si on suit cet indicateur, ça veut dire que en décembre, quand le gouvernement fait son discours sur l'état de la nation, il va dire comment ces indicateurs se comportent et les gens vont voir qu'effectivement, on a le progrès. Ouais. Professeur, un mot à l'endroit des populations, puisque vous avez dit tout à l'heure, il y a également le rôle des populations justement pour accompagner le nouveau président de la République dans la réussite de cette mission-là qui est de garantir la sécurité sociale et la lutte contre la pauvreté extrême. Oui, je crois que la population doit s'organiser. Vous savez, pour avoir accès au crédit, si vous êtes pauvre, par exemple, vous n'avez pas les garanties. Maintenant, si vous passez par votre coopérative, ça peut vous permettre d'avoir accès au crédit de façon plus facile. Donc, ça veut dire qu'il faut que la population s'organise collectivement. Deuxième chose, il faut investir dans la formation, ce que le gouvernement est en train de faire avec les écoles professionnelles et techniques. Il faut faire participer les citoyens à la gouvernance, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il faut évaluer les tenants des pôles, mais il faut évaluer aussi les communes. Et que s'il y a des dirigeants, des gens qui ne font pas correctement les choses, que la population remonte sur ça. Aussi un processus de reddition de comptes, c'est ça? Oui, et puis il faut que la population accepte de se formaliser progressivement. Parce que c'est ça qui va permettre d'élargir la base fiscale et de bénéficier aussi des interventions du gouvernement. Ouais. Merci à vous, professeur, pour cette riche contribution. J'aurais aimé vous voir devenir peut-être un ministre de l'économie et des finances dans le nouveau gouvernement qui se prépare activement. C'est ce que je vous souhaite. On n'a pas besoin de ça avant d'intervenir. Je suis le directeur de l'École nationale d'économie appliquée et de management. C'est très passionnant de former les jeunes qui sont là-bas. Et puis je le dis parce que vous aurez encore plus les coudées franches pour aider le nouveau président à réaliser ses vœux. C'est cher au peuple béninois. Oui. Si je veux conclure peut-être cette émission, c'est de dire que la maison est construite. Et quand je dis la maison est construite, ça veut dire que les bases macroéconomiques sont solides. Et que les 6 compartiments aussi sont disponibles. Les 6 compartiments, ce sont les pôles de développement
dont le gouvernement a parlé, et que maintenant il faut nourrir ça, il faut faire rentrer tous les Béninois. Okay. Pour que tous les Béninois se sentent à l'aise avec leur filet de sécurité, avec leur travail, avec un certain nombre de choses. Voilà. Ouais. En tout cas, merci d'être passé pour nous éclairer sur les défis qui attendent le nouveau président dans le secteur socio-économique. Merci, professeur. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, nous allons passer la dernière ligne droite de cette émission. Rapidement, une publicité et puis on installe notre artiste. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà joué. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. OneXBet, on parie sur vous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue. On dit souvent que le talent est une graine, mais que la persévérance est l'eau qui la fait grandir. Mon invité d'aujourd'hui est l'exemple vivant de cette maxime. Révélée au grand public en 2018 avec son titre très audacieux, Carton rouge, il a su gravir les échelons du showbiz béninois avec une discipline de fer. Passé par l'école de la patience, soutenu par une équipe qui a su déceler son potentiel, il a traversé les épreuves pour affiner son identité musicale unique entre sonorités urbaines et racines authentiques. Aujourd'hui, il ne se contente plus de chanter, il impose un concept, Meropo, loin d'être un simple concept, c'est un état d'esprit, une vibration, une réussite qu'il partage désormais avec les plus grands à l'image de son dernier feat explosif avec Tiaf. Il est la preuve que la jeunesse béninoise a du souffle, du style et surtout une ambition sans limite. Voici Kriska. Joyce.
Agbaza we awunave, jamais big bomb man dote. Agba man akpe mi tezi mi pande bu ona podote. Do asagun loko mo no gba we lo sumana. Mi jaza we awunave. Loko mo no gba we lo sumana. Mi jaza we awunave. Awunave, yeah. Awunave, yeah. Awunave, yeah. Awunave, yeah. Beche mina no se do ki se so monochi. But me na wabore me na uzu jafinfin. To se we na ye angbe lomi. Unko wa ye mi ton demande but me na claim. Car je suis cagoulé depuis petit, je fêtais mes ennemis comme Poutine. Pour s'habiller on faisait tontine, aujourd'hui je nourris la famille. Amanda Tim, Boja Dugolo. Yewa Bode me choba e golo. Cause I'm spiritually. Cause I'm spiritually. I wanna veiller. I wanna Je suis venu rendre l'impossible possible. Je suis un mec qui rate jamais sa cible. Ton d'avoya ennemi. Tu vas mourir jeune si t'es mon ennemi. À claquer on n'a pas de roi. Tu fais le fest mais à peine on te voit. Tu veux qu'on te vous voit, sur toi je mène quoi? Y'a que chez moi tu fais pas le poids. Agbaza we awunave. Jamais big bomb man dote. Agba man akpe mi tezi mi pande bu ona podote. Do asagun logo mo no gba we no sumana. Mi jaza we awunave. Logo mo no gba we no sumana. Mi jaza we awunave. Pond awunave yeah. Awunave yeah. Kriska sur le plateau du grand format. Kriska, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'état civil, tu réponds au nom de Vodunoko-Dia Christophe, mais tes fans te connaissent sous l'appellation Kriska. Est-ce que ce personnage est devenu ton amour, ton amour ou ta cuirasse pour affronter le monde de la musique? Ce nom Kriska, c'est le nom. Ce prénom vient de mes deux prénoms, Kodia Christophe. Donc c'est de là j'ai tiré mon blaze name Kriska. Et aujourd'hui, je dis merci à Dieu que c'est connu un peu partout. Oui, aujourd'hui tu préfères qu'on t'appelle plus Kriska que Christophe? Ouais, je préfère Kriska. À la maison, la famille peut m'appeler Christophe, mais quand je sors, c'est Kriska. Kriska. Ouais. Je sais que ton parcours n'a pas été une partie de plaisir. Si on remontait un peu le temps, quel est le premier son ou le premier artiste qui t'a donné envie d'écrire tes propres textes? C'est mon oncle, amiquement, paix à son âme. D'accord. Quand j'étais petit, je vivais dans la maison familiale, et donc on est tous ensemble. Et quand ils partaient jouer, je les accompagnais. Au moins, c'est vrai que je ne suis pas sur les instruments pour jouer avec eux, mais si c'est la main, je tapais avec eux et ça me donnait l'envie. C'est là tout a commencé. Et cette musique, je l'ai détenue de mon oncle. Et ça se passait comment sur les scènes pendant que lui, il chantait? Tu dansais aussi? Bon, ça arrive des fois où je peux danser, mais je ne faisais pas partie du groupe, mais je les accompagnais. Okay. Donc, tout a commencé de là. C'est ça. Et depuis Carton Rouge en 2018, quel a été le plus grand changement dans ta manière de voir ce métier que tu exerces depuis bientôt 9 ans? Bon, quand j'ai fait sortir Carton Rouge, je ne m'attendais pas à ce genre de résultat.
quand le son était sorti, je ne connaissais même pas les trucs de YouTube, les liens de streaming. Donc, je ne partageais pas téléphone. Je me suis dit, chaque jour, minimum 5 personnes, je dois partager à 5 personnes. Juste la première fois que j'ai joué à 5 personnes, le lendemain, je suis parti à l'école, j'ai commencé par écouter chez mes amis. Ils avaient kiffé celle-là. Je me suis dit, si c'est ça, il faut que je me prenne au sérieux. Donc c'était juste un essai, mais ça a porté. Ouais, je ne peux pas dire que c'est un essai. Je voulais vraiment chanter. D'accord. Parce que je le vivais depuis avec mon oncle. Donc j'avais l'envie de chanter. Donc j'ai juste osé d'écrire ma première chanson et c'est ce que ça a donné. Et ça m'a beaucoup donné le courage de persévérer encore. J'aime bien cette phrase-là, j'ai juste osé. Et quand tu as osé, le lendemain tu es venu, tu as remarqué que tous tes camarades ont commencé par jouer le son. Tu t'es senti comment? Bon, au début, c'était comme un rêve. J'y croyais pas trop, mais je me suis habitué. Donc, je me suis dit, On sait aussi que la rencontre avec ton staff de management a été un tournant important pour ta carrière. Qu'est-ce que cette structure a apporté de plus à ta vision d'artiste? Aujourd'hui, grâce à eux, je peux dire que je suis devenu professionnel. Au moins, ils m'aident à sortir des idées, ils voient au-delà de mes visions. Et grâce à eux, tout a commencé par changer. Parce que quand j'étais seul, pour moi, c'est de faire un son posté. Je ne faisais pas la promotion. Et eux, ils mettent en place une structure de communication qui accompagne à chaque sortie de mes projets. Donc, j'ai eu vraiment la chance de les avoir à mes côtés. Ouais. Est-ce que c'est pas souvent difficile, pas trop contraignant parfois, parce que il y a des artistes qui estiment que leurs managers sont un peu trop couverts. Est-ce que c'est le cas aussi chez toi? Bon, pas le cas chez moi. Moi, je laisse mon manager gérer tout. C'est mon manager qui parle à ma place. Le seul endroit où moi je parle, c'est au studio. D'accord, pour chanter. Pour chanter. Voilà. Après ça... Ouais. On sait que depuis quelques mois, la chanson Mendokpo est sur toutes les lèvres. C'est même devenu un cri de ralliement dans certains milieux. Quel est le message que tu veux transmettre aux populations à travers ce morceau qui est en train de cartonner actuellement? Bon, le morceau Mendokpo, c'est juste une chanson de vibe. Faire ambiancer les gens. Ouais. Parce que Mendokpo l'en fait, parce que la plupart dans les boîtes de nuit et tout, quand tu bois trop, tu perds le contrôle un peu. Peut-être tu es avec un autre gars qui fait peut te pécho ta go. Donc je me suis inspiré de... C'est juste une chanson de vibe. Donc c'est un appel à la vigilance. Ouais, voilà, à la vigilance. Mais en tout cas, c'est juste pour mettre les gens cool, pour qu'ils chillent avec le son. Ouais. On sait que travailler avec Tiaf, ou du moins je veux savoir, travailler avec Tiaf, c'était pour toi une envie de très très longue date ou juste un coup de foudre artistique qui a eu rapidement un écho favorable? Bon, d'abord pour le son Mendokpo, j'étais seul sur le son au départ. J'étais seul sur le son. Donc quand j'ai posé le son, je me suis dit, le deuxième couplet, pourquoi ne pas mettre quelqu'un qui fait du rap, mais du rap qui dit des trucs de Djabi. Et j'ai pensé directement à Tiaf. Donc j'avais pas contact de Tiaf, j'ai personne. J'ai parlé avec mon staff et tout, on n'avait pas un lien avec Tiaf. Donc j'ai contacté une amie qui m'a aidé à toucher le manager de Manzor. Vu qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est ce monsieur qui m'a aidé à m'approcher de Tiaf. Et là, quand je me suis approché de Tiaf, je lui ai fait écouter le son. Il a dit, OK, le même jour, dans la soirée, on est parti poser. Ouais. Donc, on va rapidement suivre justement ce morceau Mendokpo et on revient en plateau pour en discuter. Qu'est-ce qu'a fait? Ah ouais, Colette.
do checker, débrouillé dans ma gâteau slippy. Bébé ko bébé, mais tu es roulé bien à quoi mais. Kai boko si meme, o judo reme we kana we zo me. Ziki mondo, mina to benele su monto. Baby girl wa un coco, tu zoni si viso y Monaco. Ay bibi, me lo pone a mumba fait ton intro. Bibi, et nous à qui qu'un queen cacabo à luz. Bad girl, maybe me ton. Just one night, c'est souci tu es le teco. Pour ce soir, mi on va s'engager. Vai bon bedi, me lo pona bedi. Nyan me lo posi vena trudi, me lo pona. Vai bon bedi, me lo pona bedi. Nyan me lo posi vena trudi, me lo pona. Awen collector. Vai bona bedi, mina dose no petit a no tedi. Ya biro posi baby na body, yeah. A hondo yi we koto. Ya vichele ka ode me pata. Wako mi bado butter, bébé doué boy yi quoi j'ai le petit. Bon, tu veux quoi? Capi habilla, ticket queen. Fais attention à ma go, sinon ça finit dans koto queen. Boli na bedi, gidi na bedi. Me depo na bedi, lo vetu na trudi. Kai. Bad girl, maybe me ton. Just one night, c'est souci tu es le teco. Pour ce soir, mi on va s'engager. Vai bon bedi, me lo pona bedi. Nyan me lo posi vena trudi, me lo pona. Vai bon bedi, me lo pona bedi. Nyan me lo posi vena trudi. Melokpo, c'est une création de Kriska en featuring avec Tiaf. Dis-moi, Kriska, comment s'est construite la collaboration avec Tiaf sur ce titre-là? C'est vrai que tu as demandé, tu l'as sollicité, il est venu, mais comment est-ce que vous avez travaillé pour donner ce résultat? D'abord pour le son. D'abord, quand j'étais parti au studio pour poser le son, c'était parti pour un rap, pour faire du rap, parce que je préparais un EP et je voulais faire un son rap. Et le beatmaker a commencé par jouer de l'amapiano, c'est là l'inspiration est venue. Et quand j'ai sollicité Tiaf est venu, on est resté au studio, il y avait de l'ambiance et tout. Il est parti un coup, il a posé son couplet. Donc c'était bien, c'était chic. C'est de l'ambiance au fait, vu que le son aussi parle de mood. On s'est bien inspiré, on a posé, c'était bien passé. Oui, on sait aussi que le clip dégage une énergie spéciale. Parle-nous un peu des coulisses du tournage. Les téléspectateurs veulent bien comprendre tout ce qui s'est passé, les insolites, les ratés, les taquineries autour de ce clip, parce que le clip en lui-même dégage une autre énergie. Ouais, pour ce clip, vrai, ce clip, franchement, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait quand même. C'est justement la partie qui n'est pas facile que nous voudrions connaître ici, là, maintenant. Parce que d'abord, pour réunir beaucoup de personnes, c'est pas facile. Faut d'abord, on a invité les danseurs, j'ai invité mes gars, on a invité des cours. Et le jour-là même, on devait commencer vers 11h. Mais le clip, à cause des retards et tout, on a commencé vers 16h. Donc, il y avait un peu de dispute, mais on a essayé de gérer. Et comme... on est là pour un clip de joie. Il y a eu des disputes. Ouais. Et comment ça s'est terminé finalement? Parce que moi, je suis quelqu'un, quand il s'agit du travail, il faut qu'on travaille. Et si tu es payé pour quelque chose, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Et quand il y a du retard, parce que nous, quand on a donné 10 heures, c'est parce qu'on veut une qualité. D'image, oui. D'image. Et toi, tu te présentes à n'importe quelle heure, ça peut casser notre vision. C'est ça. Des choses, donc ça a créé un peu d'embrouille, mais on l'a géré. En tout cas, ça n'a pas été facile. Oui. Je remercie Dieu que tout a été bien fait. Et le clip, et merci aussi à Junior Godin, le gars qui a tourné le clip. Oui. Il a fait du bon boulot, vraiment du bon boulot. Il y avait coupures, les trucs comme ça. Donc,
Oui. On sent aussi que tu prends plus de plaisir à mélanger les langues et les rythmes locaux. Est-ce que c'est un style propre à toi que tu veux imposer au public? Bon, oui, c'est mon propre style. Au début, je peux dire, grâce à mon staff, j'ai trouvé une nouvelle direction. Donc, ça me plaît de mélanger un peu les langues pour que ceux qui ne comprennent pas la langue vernaculaire, notre langue, de forme. Ouais, donc quand la partie où j'ai parlé leur langue, ils vont comprendre un peu ce que le son dit et le reste, ils vont suivre la verbe. Donc j'essaie juste de mélanger le fond, le français, le yoruba, au moins pour faire connaître ma musique, pas uniquement pour le Bénin, pour ceux de l'international aussi et tout. Ouais. Aujourd'hui, on voit Kriska dans une autre version, mais Kriska avait démarré avec un style qui n'est pas trop loin, mais quand même assez particulier. Nous allons rapidement revivre tes premiers clips, l'un de tes premiers clips, et voir un peu ce que ça va te dire tout de suite là. On va suivre très rapidement. T'as été toujours là pour moi. T'as fait tout cela pour moi. T'as perdu tout ton temps pour moi. De même, t'as confié ton âme pour moi. Et t'es toujours là pour moi. T'as fait tout cela pour moi. T'as perdu tout ton temps pour moi. De même, t'as confié ton âme pour moi. Et pour moi, elle est toujours là pour moi. Et pour moi, elle est toujours là pour moi. T'es la femme de ma vie. Il y a longtemps que je t'ai choisi. T'es resté, t'es pas parti. T'as fait de moi ton lieu de vie. Malgré tous les ondits, tu ne les écoutes pas. Ya 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 ya. Et jour et nuit, tu ne fais que suivre mes pas. Ya 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 ya. T'as toujours là pour moi. T'as fait tout cela pour moi. T'as perdu tout ton temps pour moi. De même, t'as confié ton âme pour moi. Et t'es toujours là pour moi. T'as fait tout cela pour moi. T'as perdu tout ton temps pour moi. De même, t'as confié ton âme pour moi. Dans la galère, dans la misère, je dis elle est là. Elle est là-haut. Dans le sourire, dans la souffrance, je dis elle est là. Alors je prie Saint-Esprit quand je vois l'argent, aïe, que je ne t'oublie pas. Amen. Alors je prie Baba God quand tout sera bon, mais quand no forget you. Cesse de pleurer, c'est le moment de bénéficier les fruits de l'arbre que tu as planté. Arrête de pleurer, cesse de pleurer. Nombreuses erreurs on m'a pardonné. J'ai tant demandé et elle m'a donné. Elle est tout en série à mes côtés pour me protéger comme un ange. Elle est toujours là pour moi. T'as fait tout cela pour moi. T'as perdu tout ton temps pour moi. De même, t'as confié ton âme pour moi. Et t'es toujours là pour moi. Toujours là pour moi. Voilà. Ça te fait quoi de revoir ce clip? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça me rappelle, ça me dit aussi que ça me rappelle que je suis en train de grandir. Ouais. Et tu as encore du travail quand même? Beaucoup. D'accord. Dis-moi, Kriska, quels sont tes projets en cours en instance? On sait déjà que Melopo est en pleine promotion en ce moment. Alors, quels sont les autres projets en cours? Les autres projets qui sont en cours, il y a tellement de projets qui les sont plus proches, oui, bien évidemment. Les plus proches. Bientôt, je vais sortir un nouveau projet et ce projet, ça va tellement faire mal parce que les gens ne vont pas s'attendre à ça de moi. Bon, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, j'essaie de trouver des nouvelles choses et tout. Ouais. Donc, le Kriska qui vient va faire mal. Un message très rapidement pour tes fans, tous ceux-là qui te suivent, qui t'apprécient et qui t'encouragent, qui te soutiennent. Bon, ce que moi je peux dire à mes fans, les gars, prenez soin de vous. Chaque jour que vous vous levez, priez Dieu, car c'est lui le Tout-Puissant. Et qu'Allah soit avec vous, que Dieu nous protège, je ne vais pas vous décevoir. Merci à toi, Kriska, et bonne continuation dans ta carrière de jeune artiste. Un seul conseil pour toi,
garde ton humilité que j'apprécie beaucoup et ton esprit d'ouverture pour mieux apprendre de tes aînés. Et surtout, n'hésite jamais à te rapprocher d'eux parce que ils ont certainement beaucoup de choses à t'apprendre. Et surtout, garde cette force de réussite que je perçois en toi. Bonne chance. Merci. Reste avec nous pour conclure ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Stop FM pour le grand format de ce dimanche 10 mai 2026. Je ne saurais terminer cette émission sans préciser que demain, c'est le 11 mai, une date gravée dans l'histoire de la musique. Elle marque la disparition de Bob Marley, l'icône mondiale du reggae et du mouvement Rastafari à l'âge de 36 ans. Bien plus qu'un chanteur, Bob Marley était perçu comme un prophète et un défenseur de la paix. Il laisse son héritage musical au monde entier à travers des titres comme Redemption Song, No Woman No Cry, Get Up, Stand Up, pour ne citer que cela. Demain lundi, 11 mai sera donc pour beaucoup de personnes une journée de réflexion sur la puissance de l'art comme outil de transformation sociale. One love à tout le monde.